Donc, ayant été un peu perturbé cette semaine, j'avoue ne plus savoir très bien où j'en étais resté. Il me semble que j'en étais resté, donc pardonnez éventuellement l'érudite, j'en étais resté à reprendre les effets régularisants. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est effectivement les effets régularisants pour les équations d'Hamilton-Jacobi. Donc, une équation du sur dt plus h de gradient u égale à 0. Je vais supposer que le h est convexe. Et pour commencer de classe C2, et donc on considère la solution de viscosité qui est également donnée par une formule explicite, l'inf de U0 de Y plus 1 sur 2T. Plus T fois L de X moins Y sur T, où L est la fonction convexe conjuguée L de P égale le sup de PQ moins P scalaire Q moins H de Q. Avec un, disons, U0 continu. Donc, soit on travaille sur le cube périodique, soit dans RD, auquel cas vous pouvez penser que toutes les solutions que je considère sont bornées. Et ça suffit. Bien. Donc, ce que j'avais rapidement indiqué comment obtenir des effets régularisants du type semi-concavité dans le cadre d'un Hamiltonien quadratique ou d'un Hamiltonien fortement convexe. Et donc, on avait vu que l'idée, dans le cas quadratique, l'idée très simple, c'était de dire que si, par exemple, h de p est semblable à un demi de P2, c'est pas exactement un demi de P2 qui est nécessaire, mais quelque chose qui est fortement convexe, c'est-à-dire à dérivée seconde minorée. Ce que l'on a vu, c'est que c'est que la chose fondamentale, c'est que le L en question, le L de x moins y sur t, t n'est rien d'autre dans ce cas-là que 1 sur 2t de x moins y carré. Donc, cette fonction que je peux baptiser, je ne sais pas, moi, W de x, y, t, ça, comme particularité, bien sûr, elle a que W est régulière et que sa matrice de dérivée seconde est égale à identité sur T. Et c'est cette propriété fondamentale qui fait marcher qui donne les effets régularisants de type semi-concavité. J'avais également indiqué que si on remplace la puissance 2 par une autre puissance plus grande que 2, eh bien, il n'y a pas de semi-concavité. Donc, ce n'est pas la bonne quantité pour comprendre ce qui se passe dans l'équation. La semi-concavité est un outil, mais ce n'est pas l'outil qui est forcément naturel pour un Hamiltonien général. Alors, donc on regarde cette fonction L de x moins y sur t, et au moins formellement, après ce sera d'autres questions, au moins formellement, qu'est-ce qu'on peut dire de la fonction qui remplace ce W-là, qui est t fois L de x moins y sur t. Calculons sa dérivée, dxw, au moins formellement, vous voyez bien sûr que c'est L' de x moins y sur t. De sorte que si on veut se ramener à x moins y sur t, il faut inverser L', mais ça c'est facile, puisque ce que ça veut dire, c'est que h' de dxw est égal à x
moins y sur t. OK? Et donc, quand on voit ça, il est très naturel, tentant, de dire, eh bien, dx de h' de dx de w est égal à l'identité sur t. C'est la même chose que ça. Mais on n'est pas uniquement dans le cas quadratique. Bon, je n'ai pas précisé exactement, mais on sent que ça a l'air très très général, hein, dès que h est bien défini. Bien. Mais il y a une petite difficulté. C'est que je serais très heureux si on pouvait manipuler cette expression. Ça simplifierait, il y a des questions que je vais poser qui sont des questions que je ne comprends pas dans un instant, qui ont trait précisément au fait que on ne peut pas, je crois que même on ne peut pas travailler avec cette quantité. Car en effet, il ne suffit pas de dire qu'on a cette identité. Il faut ensuite dire que U de xyt, U de xt, qui est un infimum par rapport à y de wxyt plus un u0 de y qui ne compte pas parce que c'est une constante. Si je fixe y, ça c'est une constante. La dépendance en x est la même. Et donc la question que l'on se pose, c'est si on a des informations sur ces fonctions-là, comme ce qui est encadré, est-ce que ça passe à l'infimum? Dans le sens où est-ce que l'infimum donne une inégalité? Alors, dans le premier cas, d2xw égale à i sur t, ça entraîne bien que d2u est inférieur ou égal à i sur t, au sens des matrices symétriques. Donc ça, c'est la semi-concavité. Ça, c'est vrai. En revanche, dx de h' de dxw égale à i sur t n'entraîne pas que d2u, enfin que la même quantité pour u alors, à quoi c'est dû ça? À quoi c'est dû? C'est une affaire de matrice, de produit de matrice symétrique. En effet. Dérivons. Ça fait h gonde de quelque chose. Je suis en train de manipuler h gonde de du, d2u. Cette matrice-là. Pour dire dans une expression non linéaire comme ceci, c'est une équation. C'est une équation vectorielle. Okay? Donc on peut la scalariser si vous voulez. Donc on prend un xi quelconque. J'ai le produit de ces deux matrices. Et là, ça me fait une équation scalaire. J'ai une égalité et je peux mettre un moins devant. Et donc la question fondamentale qui se pose, c'est dire si ceci, si xi, quel que soit xi de norme 1, si ceci est inférieur ou égal à moins 1 sur t, est-ce que cette inégalité est stable par infimum? En d'autres termes, inférieur à moins 1 sur t est inférieur à moins une constante, peu importe. Moins c'est 0. Je devrais peut-être écrire un v ici. Et donc la question que l'on se pose, c'est quand est-ce que ceci est stable par infimum?
ça ou une autre expression. Mais en tout cas, si on travaille avec cette expression. Et pour que ceci soit vrai, ce qu'il faut, c'est que cette équation soit elliptique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'ellipticité? Ce que cela veut dire, c'est que oui. Alors, ça va être vrai, ça sera OK en dimension 1, qui est un cas un peu particulier. Mais en dimension supérieure, la chose est un peu plus complexe. Pourquoi? Alors, l'ellipticité, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que si je... Donc là, il va falloir rentrer on va mettre h seconde ik, vkj. Donc ça, c'est la matrice ij avec la règle de sommation. La règle de sommation implicite sur les indices répétés. Donc ça correspond au produit de cette matrice. Et je multiplie ceci par xi, xij. D'accord? Et je me pose la question de savoir si ceci est une équation elliptique. Et la manière de voir si c'est une équation elliptique, c'est de se poser la question si ceci, en remplaçant les dérivées secondes par un vecteur, et si ceci est positif ou nul. Bon, alors, on regroupe. Ça, c'est le produit scalaire de eta et de xi. Et ça doit être vrai, quel que soit eta. Xi, là-dedans, est fixé. Et puis, j'ai un h seconde eta fois xi. Bon. Mais ça n'a aucune raison d'avoir un signe. Sauf, bien entendu, si h seconde est égal à l'identité, ce qui est le cas quadratique. Donc, ce n'est pas elliptique, ce truc-là. Non en général. Et en dimension 1, ça fait du eta carré xi 2 h seconde. C'est l'aspect matriciel en dimension 2 qui fout tout en l'air. Bon. Donc ça, ce point de vue-là, point de vue naturel, et je me souviens, il y a fort longtemps, avec Mariko Arizawa, on avait réfléchi à essayer de contourner cette difficulté, mais il y a une difficulté fondamentale. Il se trouve que donc il y a une solution qui est de dire ça c'est peut-être vrai, ça c'est vrai, mais on va le développer et surtout on va en déduire quelque chose. On va en déduire quoi? On va en déduire que d2xw fois h seconde en dxw est égal à l'identité sur t. Et avant de vouloir prendre l'infimum, je vais dire, au fond, qu'est-ce qui coince là-dedans? C'est que j'ai pris le produit de ces deux matrices et que ce n'est pas une matrice symétrique. C'est le manque de symétrie là-dedans. Donc là, j'ai construit une relation entre h seconde et d2v qui me donne une matrice, mais elle n'est pas symétrique et je le paye en perdant l'ellipticité. Mais si j'ai cette relation, ça veut dire que ces deux matrices commutent. Donc je peux construire tout plein de matrices qui donnent le même résultat, parce que je peux m'amuser à les décomposer. Et ce que je veux, c'est un produit qui soit symétrique. Donc je vais symétriser le produit, et voilà pourquoi il est naturel d'observer, et c'est donc ça la seule idée de tout ce truc-là, c'est de dire, je vais introduire une quantité qui n'est pas follement naturelle a priori,
qui consiste à dire que si je voudrais multiplier à seconde par d de x w, je peux le multiplier à gauche, je peux le multiplier à droite. D'accord? Je pourrais prendre la partie symétrique. Une autre manière de symétriser les choses, c'est de faire ça. OK? Ça ne change rien, ces deux matrices commutent quand on a cette relation. Donc, ceci fait toujours l'identité sur T. Mais là, on sait qu'on a automatiquement une égalité vectorielle qui est elliptique par la symétrie. Bon, on va refaire le calcul qui ne marchait pas il y a un instant. Parce que ça ne suffit pas d'être symétrique, il faut qu'on récupère quelque chose qui soit nécessairement elliptique. Alors, cette matrice-là, je vais l'appeler grand F. Et donc, on a f d2, je refais le calcul tout à l'heure, f d2v f, je veux savoir quand je l'applique à xi, si ceci est une équation elliptique. Et donc, pour ce faire, je dois remplacer état V par état tenseur état. Et la question que je me pose, c'est si je fixe xi égale à 1, je demande si, quel que soit état, ceci a le bon goût d'être positif. Bon. Alors, ça, si on a un peu l'habitude du calcul matriciel, eh bien vous voyez que ceci fait état f xi, scalaire xi, c'est cette partie-là, multiplié par f état scalaire xi. Et les deux objets sont la même chose puisque f est symétrique. Bon, vous pouvez mettre des ij partout, vous retrouverez la même chose. Hein. OK. Donc ça, c'est une équation elliptique. Donc la moralité, qu'avons-nous obtenu? Nous avons obtenu le fait que u de x et de t, en trichant un tout petit peu, je vais rajouter la constante u0 de y, est égal à l'inf de w x y t, où l'expression moins f de dxw, je ne vais même pas mettre, je regarde des fonctions de x, d de w, f de dw est inférieur ou égal à moins i sur t, en fait est égal à moins i sur t. Je mets des moins devant pour pouvoir appliquer... Donc c'est égal, oui c'est ça. Oui, je me suis peut-être trompé dans les signes tout à l'heure en disant inférieur ou égal, c'était supérieur ou égal, mais je vais écrire le bon signe maintenant. Donc là maintenant j'ai une égalité elliptique et je sais par la théorie des solutions de viscosité que quand je prends un infimum de solution ou de sursolution d'une équation elliptique, c'est une sursolution. Donc, moins f de du, d2u, f de du est supérieur ou égal à moins i sur t.
au sens des solutions de viscosité. Ah! Ça, c'est donc un bon résultat d'effet régularisant qui est valable pour un hamiltonien quelconque, qui capture exactement toute la géométrie de l'hamiltonien. Bien entendu, si H seconde est minoré, ça veut dire que F est une matrice inversible, et donc cela donne bien la semi-concavité. Mais dans le cas où on a un gradient U à une certaine puissance, etc., là, vous allez avoir des choses qui s'annulent quand gradient U égale à 0, et ça va étouffer les singularités de semi-concavité exactement comme il faut. C'est d'une certaine manière optimal, puisque c'est vrai pour les solutions élémentaires que sont ces W. Donc on ne peut pas faire mieux. On peut faire autre chose, mais on ne peut pas faire mieux. Donc le théorème, je récapitule. De quoi ai-je besoin? J'ai besoin que H soit convexe et C2, donc les hypothèses qui sont là. La moralité, c'est que l'on a, première information, moins F de DU, D2U, F de DU, supérieur ou égal, au sens des matrices symétriques et au sens des solutions de viscosité, à moins I sur T. Voilà, où F est égal à H seconde 1,5. Il y aura un deuxièmement qu'on va voir un peu plus tard, mais en fait on vient de démontrer ce premier point. Voilà un effet régularisant. Alors, comprenons ce que ça veut dire. Donc, quelques exemples. Donc ça, on l'a démontré. Avant de démontrer un autre effet qui est des questions de propagation de cette expression. C'est-à-dire, si on suppose déjà que l'on a une inégalité comme ceci avec une constante, qu'est-ce que je récupère comme constante après? C'était le C0 sur 1 plus C0t dans le cas d'un hamiltonien quadratique. Donc ça, c'est un peu plus technique. C'est pour... j'aurai besoin de choses comme ceci dans ce qui suivra. Alors, donc, comprenons exemple, remarque, tout ce que vous voulez. Donc ça va être un peu long. Premier exemple, c'est évidemment le cas de la dimension 1, où là, le fait d'avoir joué à ce jeu un peu compliqué avec le h seconde 1,5, la racine carrée de h seconde, j'aurais dû dire que qu'est-ce que c'est la racine carrée d'une matrice comme h seconde? Je vous rappelle que h seconde est convexe, donc h seconde en n'importe quel point est une matrice symétrique définie positive ou nulle. La racine carrée, c'est simplement la matrice qui, dans la base de vecteurs propres de la matrice initiale, a pour valeur propre les racines carrées des valeurs propres initiales. Donc c'est racine carrée standard qui ne pose pas de problème parce que c'est une matrice positive ou nulle. Peut-être le premier exemple, c'est h égale à 0 ou h linéaire. Eh bien, si h est linéaire, c'est juste du transport, il ne peut pas y avoir d'effet régularisant, et bien entendu, f vaut 0. Ça mesure la non-linéarité. Donc ça mesure la convexité, mais aussi la non-linéarité. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Deuxièmement, d égale à 1. Alors d égale à 1, c'est le seul cas où tout se passe bien, parce que c'est simplement de dire que moins h seconde de uxx est, au sens des solutions de viscosité, supérieur à moins 1 sur t. Donc ça, c'est le cas de figure où il n'y a pas de différence entre le dx de h'ux et le h seconde uxx ou le h seconde 1,5 uxx h seconde 1,5,
puisque là, tous les produits commutent, on est en dimension 1. Donc on peut tout écrire de la manière qu'on veut. Bien entendu, les autres exemples, c'est le cas quadratique. Dans le cas quadratique, à seconde, c'est l'identité. On retombe sur ce qu'on a déjà vu. Bien. Plus intéressant, c'est de se dire qu'est-ce qui se passe si je remplace, si je prends pour h de p, je prends p à la puissance m avec m plus grand que 2. On sait qu'on n'a pas de semi-concavité, de régularisation semi-concave, entre guillemets, partout. Bien. En fait, pour un m quelconque, mais je vais surtout me concentrer sur le m égale à 2. Et en fait, vous voyez qu'à peu de choses près, le h seconde, c'est du p puissance m-2 fois l'identité. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'il y a des termes supplémentaires de la dérivation de la norme, mais pas, ça ne change rien. Donc, je vais l'avoir des deux côtés, hein, de p puissance m-2 sur 2, p puissance m-2. Et donc, vous voyez que l'information ressemble, en tout cas en dimension 1, c'est comme ça, mais le type d'information, ça ressemble. Il y a une expression vectorielle un tout petit peu plus compliquée, mais ça ressemble à une information du style moins du à la puissance m-2 fois d2u supérieur ou égal, c'est plus vraiment à moins i sur t. Donc c'est pas tout à fait aussi simple que ceci. Et donc, ça nous dit que la perte de semi-concavité éventuelle, c'est lorsque le DU est petit. C'est dans des zones où le gradient s'annule. Donc, c'est exactement ce qui se passe quand on regarde la solution fondamentale, puisque, enfin, le L, mais évidemment, toute analyse est basée sur les propriétés du L. Donc, ça ne peut être que cohérent. Bon, c'est juste pour voir à quoi ça ressemble. Troisième cas, c'est h de p égale norme de p. En tout cas, pour la dimension d supérieure ou égale à 2, parce qu'en dimension 1, ce n'est pas très intéressant. Alors, la norme euclidienne de p, ça pourrait être une autre norme, hein, mais bon, peu importe. La norme euclidienne de P, ce n'est pas vraiment de classe C2. C'est infini, sauf en 0. Bon. Alors, il faut justifier ce que je vais faire. Pour le justifier, parce qu'à la fin, il y aura un petit truc à dire là où P vaut 0. Pour justifier ce que je vais faire formellement, on prend racine de epsilon 2 plus P2 comme d'habitude, enfin comme toujours pour ce genre de difficulté, et on fait tendre ensuite epsilon vers 0. Là, on peut appliquer le résultat, c'est C2, et après, on passe à la limite. Et ça permet de justifier, et en se servant de la théorie des solutions de viscosité, de justifier le calcul formel que je vais faire maintenant. Donc, il faut calculer h seconde. Alors, h', c'est P sur P, et h seconde, c'est... je vais écrire ceci en IJ, c'est delta IJ sur P moins PI PJ sur P cube. Bon, c'est la dérivée seconde de la norme euclidienne. Hein. OK, alors, calcule la racine carrée de ça. Bon, ce qui n'est pas complètement inutile, c'est de dire que ça, c'est 1 sur P, et de reconnaître là la projection sur P orthogonal. En fait, sur P chapeau orthogonal ou P chapeau et la direction P sur norme de P. Étant entendu que je suppose que P est différent de 0, oui, parce qu'il y a ce problème de singularité qu'on interprétera à la fin. Bon, alors, les projecteurs, c'est comme les fonctions indicatrices. Hein. Toutes les fonctions de... C'est une fonction indicatrice, mais bon. Les projecteurs, c'est comme les fonctions indicatrices. Calculer les fonctions
comme n'importe quelle puissance d'une fonction indicatrice, c'est elle-même. Donc, la racine carrée, la puissance 18e, moins 14e, enfin non pas moins, 1/14e du projecteur, c'est lui-même. Et donc, h seconde 1,5, c'est 1 sur P, mais j'aurai un h seconde 1,5 de l'autre côté. Donc, la moralité, c'est que j'aurai un moins 1 sur P. La projection sur P chapeau orthogonal, qui est gradient U, D2U, projection sur gradient U chapeau orthogonal, et P c'est gradient U, qui est supérieur à moins I sur T. Et on convient que ceci vaut plus infini, si gradient U vaut 0, on n'en parle plus. Si vous voulez quelque chose de plus facile à manipuler pour une solution de viscosité, vous pouvez multiplier par moins gradient U, mais je ne vous recommande pas de le faire tout de suite. Bon, alors je ne vais pas vous embêter avec de la vieille géométrie comme on ne l'apprend plus, mais si vous pensez que U est une fonction très régulière, que vous considérez une ligne de niveau qui n'est pas de point stationnaire sur elle-même. Ça peut se produire, c'est le cas de dégénérescence. OK. Donc vous avez une courbe de niveau de U égale grand A, d'isotherme, si U est une température. Toute cette expression correspond au tenseur des courbures principales de cette courbe, de cette surface en dimension 3, de cette courbe en dimension 2, c'est la courbure. Donc en fait, comme c'est une matrice, c'est dans la direction du gradient U, vous avez une matrice qui est 0. Dans l'espace de dimension n-1, qui est l'espace normal qui est l'espace tangent à la surface, le gradient U pointe par exemple dehors de manière normale, et donc vous voyez que le gradient U orthogonal, c'est le plan tangent. C'est la tangente en dimension 1, le plan tangent en dimension 3, etc., etc. Bon, l'hyperplan tangent. Et ce que vous avez là, c'est en fait le tenseur des courbures principales. Bon. Tenseur des courbures. Donc ce que cela veut dire que les D-1 courbures principales des lignes de niveau sont majorées, au moins formellement, par 1 sur T. Et ça, c'est quelque chose de très géométrique, parce que prendre P, c'est regarder UT égale gradient U, c'est typiquement le mouvement de l'optique géométrique, et qui consiste à propager le long de sa normale une courbe ou une surface à vitesse 1 ou moins 1. L'infimum, ça a plus tendance à décroître, donc ça doit être vers l'intérieur, vers la courbe. Bon, alors il y a plein d'interprétations géométriques, ce sont des choses bien connues depuis la morphologie mathématique, faire rouler des boules sur la courbe ou sur la surface ou sur la variété à l'intérieur, à l'extérieur, regarder l'enveloppe de ce qui se passe quand on fait rouler une boule, etc., etc. Donc ça, c'est un fait qui est en fait assez naturel du point de vue géométrique. C'est une quantité qui est très naturelle du point de vue géométrique et dont je veux déduire quelque chose qui sert ailleurs. Donc, qui est de dire qu'est-ce qui se passe si je prends la courbure moyenne. La courbure moyenne, c'est simplement la moyenne ou la somme des courbures principales. En d'autres termes, c'est la trace c'est la trace
c'est la trace de cette matrice. Donc je prends la trace. Et j'en déduis que moins 1 sur gradient U. Et ce que je vais récupérer comme trace, c'est Laplacien U moins DIJU, DIU, DJU sur gradient U carré, qui est supérieur ou égal à moins D sur T. Oui, bon. Et puis, tout ça sont des choses bien connues depuis tous les travaux sur les mouvements de courbe. Ce que vous avez ici, c'est moins divergence de gradient U sur gradient U. C'est ce qu'on appelle l'opérateur de courbure moyenne. Ah bah oui, c'est la trace. Et donc, c'est supérieur à moins D sur T. Donc, comme conséquence très particulière, j'ai que effectivement la courbure moyenne est majorée par D sur T. Mais ce que je veux surtout faire maintenant, c'est déduire de ceci le fait que automatiquement, on a une fonction qui est dans BV. Bon, c'est simple à comprendre. Et là, on le voit. Alors, BV. Et là, c'est pour une fois, je vais faire aussi le cas RD parce que il n'est pas naturel de dire que tout tend vers 0 très vite à l'infini, ou tend vers des constantes très vite, enfin vite à l'infini, et on peut se poser la question de comportements un peu plus généraux. Alors, donc, ça entraîne que U est dans BV. Pourquoi? Eh bien, si en tout cas U est borné. Donc, je sais avoir des bornes sur U. Pourquoi? Parce que tout simplement, U est majoré par le max. Je vous ai dit que lorsqu'on était dans RD, je supposais que U0 était borné. Le max de U0 moins H moins T fois H de 0, pas besoin de supposer que H s'annule en 0. Ouais. J'y crois. Bon, et minoré par le min de U0 moins TH de 0. Donc des bornes, en tout cas pour T borné, on les a. Donc je fixe grand T qui est éventuellement plus l'infini si H de 0 est égal à 0. Et j'ai des bornes à l'infini. Donc en particulier, je peux prendre bon, je sais, bon, on va voir le signe, je suis vraiment beaucoup trop fatigué et en convalescent pour faire les calculs de tête. Donc, je vais essayer le moins. Si ça ne marche pas, il faudra mettre un plus ici. Je vais multiplier par C0 moins U cette inégalité et intégrer par partie. Si je fais ça, j'en déduis que le moins et l'intégration par partie, ça me fait gradient U sur gradient U, fois le gradient. Alors, j'ai le droit, en prenant C0 plus grand que le max de U. Sur 0t, en x et petit t inférieur à grand t. Éventuellement, plus infini si h de 0 est égal à 0. De façon à avoir des bornes les plus précises possibles. Gradient U fois gradient U, et j'ai ensuite gradient de C0 moins U, c'est-à-dire gradient U, avec un moins devant. Et ceci est supérieur à moins D sur T. Et donc, j'en déduis que l'intégrale de gradient U est inférieure ou égale à D sur T. Ceci est formel et peut se justifier sans grande difficulté, toujours avec la régularisation et
Si je prends racine de epsilon 2 plus P2, là je récupère ici, in fine, racine de epsilon 2 plus gradient U carré. Et au niveau epsilon, toutes les manipulations sont faciles à justifier parce qu'on a des solutions semi-concaves, lipschitziennes, on a tout ce qu'on veut. Donc la justification ne pose rigoureusement aucun problème. Alors, ça c'est une estimation tout à fait intéressante parce que, souvenez-vous, dans les lois de conservation scalaire, on avait vu que l'inf-convolution créait une sursolution entropique. Et c'est une manière aussi de passer d'une solution de loi de conservation à quelque chose qui est dans BV, par inf-convolution. Donc ce qui était facile de voir, c'est que c'était BV presque partout en temps, ça c'est juste essentiellement l'intégration. Mais en fait non, c'est une conséquence très particulière d'un effet régularisant sur les courbures. Bon. Alors ça, j'ai été un peu léger dans les intégrations par partie. Okay. Si je suis sur un cube périodique, si j'ai intégré sur le cube de périodicité, rien à dire. Si je suis dans l'espace tout entier, il faut faire un tout petit peu attention. Parce que je suis en train de manipuler une divergence. L'intégration par partie, on a envie de dire, ça ne doit pas poser trop de problèmes, mais je multiplie par un truc qui n'est vraiment pas nul à l'infini, puisque je prends C0 plus grand que le max de U, donc même si U tend vers un comportement même constant à l'infini, mais qui n'est pas le max, j'ai vraiment une constante positive. Bon, donc il faut faire un tout petit peu attention. Et puis si je ne dis rien sur le comportement à l'infini, j'ai aucune chance de justifier une intégration par partie. Donc, les courbures moyennes ont tendance à... L'opérateur de courbure moyenne a tendance à beaucoup localiser. Et donc, sans rien savoir sur ce qui se passe à l'infini, on va quand même obtenir des estimations assez précises. Et pour ce faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement, au moins formellement, refaire le même calcul, mais au lieu de faire l'intégration sur l'espace tout entier, je vais le faire sur une boule, par exemple. Une boule de rayon R. Et donc, j'en déduis que je repars de cette expression. Donc ça, c'est le cas RD. Où pour une fois, je vous signale quand même quand il y a un vrai changement. Donc, je reprends l'intégration, je refais l'intégration par partie. J'explicite l'intégration par partie. Et je dis que de l'autre côté, j'ai supérieur à moins D sur T, RD fois CD, c'est-à-dire, ça c'est le volume de la boule, en dimension D. Ouais. Pas très. OK. Donc, si je fais l'intégration par partie, j'ai d'abord un terme sur le bord de la boule, sur la sphère de rayon R, qui est un moins du sur dn, divisé par gradient U. En d'autres termes, je vais plutôt écrire les choses comme ceci, moins gradient U sur gradient U scalaire n, dans la direction de la normale extérieure, c'est-à-dire en fait x sur norme de x. Bon. Je veux dire que en taille, je veux dire que c'est majoré par 1, hein, donc on ne va pas s'en préoccuper. Fois C0 moins U. Ça, on va le garder. Maintenant, j'ai le droit de faire l'intégration par partie, et là, c'est comme il y a 5 minutes. Et ça fait moins intégrale sur BR de gradient U. La moralité, c'est que l'intégrale sur BR de gradient U se majore par DCD, ça on s'en fout,
R à la puissance D sur T. Bien. Plus un terme de bord, qui est, ça c'est de norme 1, l'air, entre guillemets, de la sphère de rayon R, c'est une autre constante C'd. Bon, il y a des relations entre dCd et C'd, mais là, je ne suis pas à ce niveau de précision. Plus C'd, ça c'est de norme 1. Il y a du R à la puissance D-1. Et puis ici, C0 moins U, C0, vous pouvez prendre le maximum sur la boule de rayon R, et ça, c'est majoré par l'oscillation de U sur la boule de rayon R. Donc on a essentiellement le même résultat. Oubliez les constantes qui dépendent que de D. On a essentiellement le même résultat d'effet régularisant avec un terme de troncature qui ne pose aucun problème, qui n'explose pas quand t tend vers 0, c'est ce terme qui est dominant. Et puis ça, c'est un terme qui, quand le temps devient plus important, nous indique que s'il n'y avait que ce terme-là, ça voudrait dire que la norme BV tend vers 0. Ce qui n'a pas trop de sens, parce qu'il y a, d'une certaine manière, localement, il y a toujours des valeurs qui sont en train de venir de l'infini, et ça, c'est comme s'il y avait un flux constant qui vient de l'infini, et donc il n'y a aucune raison que l'intégrale de gradient U tende vers 0, et donc c'est ce terme-là qui correspond au manque d'homogénéité. Il y a plein de variantes de ce truc, on peut mesurer, là j'ai centré en 0, on n'est pas obligé de centrer en 0, on n'est pas obligé d'intégrer sur des boules. Bon, c'est juste pour vous donner un exemple d'utilisation de ces effets régularisants qui est de nature un peu plus géométrique. Donc ça sont les exemples d'application, on en verra d'autres. Les exemples, en tout cas des exemples sur ce que signifie cet effet régularisant, comblant le trou des puissances plus grandes que 2 avec une expression précise, donnant un résultat plutôt rigolo dans le cas où l'exposant est 1, juste dans le cas des puissances de la norme euclidienne. Maintenant, j'aimerais, avant de faire la deuxième partie du théorème, j'aimerais vous expliquer mon trouble. J'ai déjà dit que si quelqu'un... J'ai déjà donné un problème en disant que s'il était résolu, le dernier cours, la personne le faisait. J'attends toujours. Faisait le cours à ma place. Bon, si ça vous fait peur, vous pouvez quand même résoudre le problème et je l'exposerai. Mais il ne faut pas que ce soit une double peine. Mais j'attends toujours. Bon, alors là aussi, c'est la même chose. Parce que c'est un truc qui me rend fou. Et j'oscille entre la construction de contre-exemples et essayer de trouver une démonstration. Et c'est pas tout à fait sans importance. J'aime pas dire que les choses sont importantes. C'est-à-dire que j'entends tellement de mathématiciens, de scientifiques qui sont en train d'auto-proclamer l'importance de ce qu'ils font. Disons, ça serait utile. J'écrase un peu parce que je me demande quand vous... Comme j'ai tendance pas, non pas à écrire au tableau, mais à écraser la craie sur le tableau, je me demandais si ça, en fait, quand ça vous gêne le fait que ça soit mal effacé. Oui. Non, mais quand vous regardez sur l'image... Même moi, à l'œil, je vois que parfois, c'est pas forcément... Donc, j'essaye d'un peu... Je vais essayer d'un peu mieux pour tout le monde. Alors, donc, la question est la suivante.
c'est que dès que l'on a une solution pour un problème comme ça, mais pensez aussi avec un moins epsilon laplacien, pensez avec beaucoup d'autres choses du même tonneau. Donc on a un U qui vérifie un bazar comme ceci, et on serait intéressé à comprendre ce que fait la caractéristique. Bon. C'est la caractéristique associée, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. On a envie de comprendre, pour toutes sortes de raisons, la solution de ce bazar-là, de cette équation différentielle ordinaire. La solution. F, c'est H, pardonnez-moi, c'est H'. En plus, j'ai un F là-bas. Bien. Donc, éventuellement, c'est plus epsilon, entre guillemets, W point, lorsque j'ai un moins epsilon 2 laplacien, etc. Donc, non seulement j'aimerais comprendre cette équation, mais j'aimerais avoir disposé d'outils robustes qui vont passer dans des cadres stochastiques, qui vont passer où on a exactement le même genre d'estimation, etc., etc. Bon. OK. Donc, on a une équation différentielle ordinaire. Le H, supposez-le régulier, on est toujours avec un HC2. Le U, même si le H est uniformément convexe, le U n'est au mieux que semi-concave. Donc, le DU n'est au mieux que semi-antimonotone. Bon, c'est la même chose. Hein, mais j'ai le H'. Alors, lorsque je résous x point égale b de x et de t, et que j'essaie de faire une démonstration d'unicité standard, eh bien, ce qui apparaît naturellement, pensez à d sur dt de x moins y en norme au carré, divisé par 2, ça fait b de x et de t moins b de y et de t, x moins y. Ceci, si c'est lipschitzian, bon, on met brutalement en major par le produit des normes. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a uniquement besoin d'avoir une semi-lipschitzianité. En fait, c'est dire que moins b est semi-monotone, semi-anti-monotone. Inégalité qui, si b était régulière, vaudrait simplement dire, et c'est en fait équivalent, que dxb, au sens des distributions, est comme matrice majorée par ces 0 fois l'identité. Je ne sais pas pourquoi je veux diviser. Donc, oubliez le fait que les constantes explosent en 0. Puisque tout à l'heure, j'aurai un autre résultat où on n'aura pas d'explosion en 0. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si H est quadratique, là, j'ai exactement DU. Là, j'ai exactement DU. Okay. Si j'ai exactement DU, je peux appliquer ceci, j'ai une unique solution. Alors, DU n'est pas défini partout. Donc, si on veut être tout à fait précis, il faut mettre ici un appartient et mettre ici le sous-différentiel. Mais moi, je suis même prêt à penser que U est C1. Pas C2, mais C1.
OK, donc je vais remettre du pour ne pas compliquer l'affaire. Quid d'un H quelconque? Alors, il y a des choses qu'on peut dire et des choses que je ne sais pas dire. Alors, en dimension, le B, c'est H' de DU. Et on aurait envie de manipuler dxb, c'est-à-dire dx de H' de DU. Et ça, je vous ai raconté tout à l'heure pourquoi ce n'était pas elliptique et je ne pouvais pas manipuler ça. Donc c'est bien dommage parce que ça nous donnerait exactement ce dont on a besoin pour faire tout ce qu'on a l'habitude de faire sur les équations différentielles ordinaires. Donc ça, on a besoin à plein d'endroits. Je sais que la dernière personne qui m'a reparlé, qui m'a remis le nez dedans, parce que régulièrement, je pense à cette question et je m'empêche de l'oublier. Et c'est Pierre-Emmanuel Jabin pour des histoires de propagation du chaos quand n tend vers l'infini, etc. Donc, si on voulait avoir des trucs semi, au-delà de semi-lipschitziens, c'est-à-dire des structures qui sont liées à du Hamilton-Jacobi. Donc ça, pour les jeux sans moyens, ça pourrait même être utile. Donc, le point, et donc non seulement on aimerait comprendre s'il y a existence et unicité, mais on aimerait disposer de méthodes robustes. L'existence n'est pas la question fondamentale. La question fondamentale, c'est l'unicité. Alors évidemment en dimension 1, mais je viens de vous parler de faire tendre la dimension vers l'infini, donc c'est à peu près... dimension 1, c'est le cas où ça marche, parce que ça, on peut le manipuler, donc c'est OK. Manipuler ça ou ça, c'est la même chose. Pour des raisons similaires, c'est aussi vrai si U ne dépend d'une seule variable et H est quelconque, ou que H ne dépend que d'une seule variable. Bon. OK, un demi de P2. Qu'est-ce qui se passe si je prends H de P égale APP, où A est une matrice positive symétrique? Là, déjà, le AH'-DU, c'est pas bon. Si A n'est pas la matrice identité, c'est pas bon. Donc, évidemment, on s'en doute bien. Ce qu'il faut, c'est changer de base, changer de produit scalaire. Donc, regardons cela de plus près. Donc ça, c'est déjà un cas un peu plus intéressant, où on se dit on va peut-être apprendre quelque chose. Alors, je reviens un peu en arrière. Hein. Donc, dans le cas où H, pardonnez-moi, est quadratique, dans le cas où ça se passe bien, c'est semi-monotone. On a un flot essentiellement lié au sous-différentiel d'une fonction concave. Bon, là, on connaît plein de choses. Hein. On sait même que, en tout cas, s'il n'y a pas de dépendance en T, ce qui est d'ailleurs une question qu'on peut se poser hein, avec des solutions stationnaires. Si on n'a pas de dépendance en T, on sait même que la solution est C1, une unique solution, et que la section, c'est une section particulière qui est choisie. On a énormément d'informations dans le cas où H est quadratique. En général, je ne sais pas. Donc j'accumule là les raisons pour croire à l'unicité avant de construire un contre-exemple, ou presque un contre-exemple. Alors, donc, et la situation est confuse et j'oscille. Mais peut-être quelqu'un me donnera une meilleure réponse. OK. Une partie de la difficulté, c'est que le sous-différentiel qui est là
est un ensemble convexe. L'ensemble des valeurs, ou bien le gradient est défini partout, donc là, je n'ai pas trop le choix, ou bien c'est un ensemble convexe. Mais H' d'un ensemble convexe, sauf en dimension 1, ce n'est pas un ensemble convexe. OK? Donc ça, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles, sauf en dimension 1 ou dans un cadre linéaire. Donc tous les exemples que je connais sont des situations où H' d'un convexe est un convexe. Bon. Je ne peux pas en dire beaucoup plus. Je suis là. OK. Alors, donc j'en étais au cadre linéaire, et puis après je vais donner encore d'autres informations sur ce truc-là. Alors, dans le cadre linéaire, on a x points, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, au lieu de regarder x, changer de base, changer de produit scalaire, c'est changer de base, c'est tout ce que vous voulez. Donc je regarde y égale bx. Et j'écris donc y point égale BA, puisque l'équation c'est H', c'est A fois du. Et donc du, le du, il est ce qu'il est, hein, je n'y touche pas. Du de x, c'est x, c'est quoi? C'est b moins 1 y t. Donc ça, c'est une nouvelle fonction de y. Et je me pose la question de quand est-ce que je peux dire que dB est majoré, si U est semi-concave. Bon, dB, vous voyez ce que cela fait. Cela fait BA D2U B-1. J'ai une information sur D2U qui est majorée par C0 fois l'identité. Et je voudrais dire quelque chose sur cette expression BA D2U B-1. Une manière de faire, c'est que de dire que je veux que j'ai la même chose à gauche et à droite, parce que si je fais un tel produit symétrique de chaque côté, je vais conserver les inégalités sur les matrices. En d'autres termes, je choisis BA égale B-1. De sorte que B est égal à la racine carrée de A. OK. Le H second 1,5. Hein. Oui, parce que c'est exactement... Ici, ça c'est ma matrice B. Hein. Donc c'est exactement la bonne quantité. A. Malheureusement, je ne sais pas. Donc B égale à 1,5, donc c'est OK. Hein? C'est peut-être moins 1,5, mais bon, c'est pas... C'est moins 1,5, tu as raison. Donc, bref, c'est OK. Le point important, c'est que ça soit OK, dans le cas quadratique. Mais il y a quand même une énorme différence, c'est que le H seconde là-dedans, il est indépendant de P. Donc j'ai essayé de réfléchir en me disant, serait-il possible qu'il faille changer de métrique pour mesurer l'unicité là-dedans? Mais la métrique, ce n'est pas la bonne réponse, parce qu'une métrique, c'est grosso modo dire qu'au lieu d'avoir un produit scalaire, vous aurez un produit scalaire qui dépend de x. Et or, la métrique en question, on voudrait qu'elle dépende de du. Alors bon, les métriques transportées par du, qui est limitée en régularité, c'est peut-être possible, mais là, je ne sais pas. J'ai pas envie, j'ai passé l'âge de faire des trucs comme ça, donc je ne sais pas.
Donc, clairement, il faudrait pouvoir regarder les objets de manière beaucoup plus non linéaire. Mais c'est peut-être pas vrai, l'unicité. Donc, attention. Si j'étais convaincu que c'était vrai, j'hésiterais peut-être pas, mais je ne suis pas convaincu. Alors, le point, toujours dans les collections, donc ça c'est une remarque, deuxième remarque, troisième remarque, quatrième remarque, c'est de dire je laisse tomber des conditions initiales rares. Donc je regarde des flots presque partout. Alors là, on peut démontrer qu'il existe un unique flot presque partout. La raison essentielle, c'est que la divergence de ce champ de vecteurs est majorée et qu'il est dans BV. Bon. Donc c'est comme s'il y avait unicité, ce n'est pas tout à fait la même chose, parce que c'est demandé un peu plus dans l'organisation des trajectoires, mais c'est comme si on disait, pour presque tout x, il y a une unique solution. C'est un peu moins fort, c'est moins bon que ça. Ça va aussi vers l'unicité. En général, je ne sais pas. Et puis, j'ai un petit doute. J'ai un petit doute et je voudrais indiquer ce qui est peut-être une piste pour un contre-exemple. Mais c'est quand même très troublant, cette histoire. Hein. C'est très troublant parce qu'on a une équation, c'est que A soit quadratique ou fortement convexe. Ça, c'est un objet extrêmement naturel et la perte d'unicité, en sortant du cas quadratique, pose un problème. Mais il n'y a peut-être pas de perte d'unicité, peut-être simplement je n'ai pas trouvé les bonnes démonstrations. Donc une réponse à ces questions serait fortement souhaitée. C'est une question qui m'irrite. Et s'il y a unicité, c'est certainement, il faut trouver le bon point de vue. Ce n'est pas forcément compliqué. Mais trouver le bon point de vue, c'est comme résoudre un exercice. Tant qu'on n'a pas eu la bonne idée, ben on sèche. Donc, il y avait un cinquième point qui m'échappe, qui était aussi lié à l'unicité. Oui, c'est ça. C'est que si vous prenez une méthode de l'air implicite, c'est-à-dire que donc vous discrétisez le temps. Après tout, une équative, c'est quand même pas très très loin d'une suite d'équations discrètes. Qu'avec des dérivés qui sont éventuellement multivoques, puisque ce n'est pas nécessairement C1, l'explicite, ça serait quand même un peu tordu. Eh bien, qu'est-ce que vous êtes en train de résoudre? Vous êtes en train de résoudre xn plus 1 moins xn sur delta t, qui devrait être égal à, ou appartient à h' de dun de xn plus 1 t. De du, pardon, de xn plus 1 tn. T, peu importe sur le t. Le t, je ne l'indique pas, ça peut être tn, tn plus 1, on s'en fout. Logiquement, ça serait plutôt tn plus 1, mais ça, c'est la discrétisation de la dépendance temporelle du B, donc ça pourrait être une formule plus compliquée, ce n'est pas très important. Pensez même à un U qui est indépendant du temps, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est je n'ai pas d'élément de réponse, même si U ne dépend que de X. Oubliez la dépendance en T. Ça ne change pas grand-chose. Enfin, ça ne change pas grand-chose à mon ignorance. Et cette équation-là, mais il y a une unique solution si delta t est petit. Pourquoi? C'est que ça, vous pouvez le réécrire L',
c'est une autre manière de concevoir la caractéristique. Mais vous avez bien compris que je pose ceci un peu, même de manière un peu plus générale, qu'en étant solution avec des U qui vérifient ceci. Je pose cette question avec éventuellement un epsilon laplacien, etc., etc. Je ne peux pas me servir de trop d'informations liées à l'équation d'Hamilton-Jacobi. Donc, quoi qu'il en soit, ça fait L' moins du de xn plus 1. 0 appartient à ça. Et ça, j'observe que ça correspond à regarder la minimisation par rapport à y de L, bah oui, c'est la formule qui est là-bas, de delta t de L de y moins x sur delta t, plus, au sens de moins u de y. Donc ça, c'est semi-convexe, et ça, c'est convexe avec une constante de convexité, de minoration de la dérivée seconde, qui est de l'ordre de 1 sur delta t. Donc pour delta t petit, ceci est fortement convexe. Delta t est inférieur à epsilon 0, c'est fortement convexe, il y a donc une unique solution. Donc, attention, hein, ça ressemble à cette formule-là, c'est parce que d'une certaine manière, quand on résout cette équation, on veut remonter les caractéristiques. On ne les prend pas dans le même sens qu'en regardant les points que l'on touche grâce à la minimisation. En fait, là, on la remonte et là, on la regarde en forward. Ce qui est le bon sens pour espérer avoir de l'unicité. Là, on ne peut pas avoir... il n'y a aucune raison de se dire est-ce que le Y est unique. Donc ça aussi, c'est troublant parce que pour approcher cette équation différentielle ordinaire, c'est quand même assez naturel de prendre un schéma de Euler implicite qui est une séquence de problèmes parfaitement posés. Donc, je ne vous cacherai pas que je me suis dit, tiens, il y a peut-être un principe variationnel pour ça. Pour les systèmes limites. Après tout, il y a des principes variationnels pour la discrétisation. Donc, je suis allé me replonger, parce que c'est un truc que j'oublie systématiquement. J'ai dû regarder au moins, je ne sais pas, dans ma vie, une dizaine de fois, à intervalles quand même relativement distincts, la formulation variationnelle de flot de gradient. Il y a une très jolie formulation variationnelle qui remonte à Brazis et Eklund, qui a été développée par Goussoub et plein d'autres gens, qui donne, en particulier pour l'équation de la chaleur, une formulation comme minimisation d'une quantité. C'est un problème variationnel. Et ce n'est pas assez regardé, c'est une très belle chose, et qui est basée fondamentalement sur la formule de dualité. Et, mais qui marche très bien lorsque ça marche très bien si j'avais qu'un DU ici. Bah, ça, je m'en fous, c'est un cas que je connais. Il y a eu des extensions pour dire c'est la somme ou la différence de deux objets comme ça. Mais la composition, je ne sais pas. Voilà, donc voilà où j'en suis. Une piste pour un contre-exemple, c'est peu probant et peu convaincant. Mais je vous le raconte quand même, parce que c'est un truc qui m'énerve tellement. Alors, je m'étais dit, je vais faire ça en cours, comme ça, j'ai une semaine. La semaine dernière, je me suis dit, tiens, je vais leur parler de ça. Comme ça, j'ai une semaine pour le résoudre, en me mettant un peu de pression, parce que ce n'est pas la même chose de... C'est pas la même chose de se dire, bon,
j'y réfléchis de temps en temps, de dire il faut que je fasse pour vendredi prochain. Évidemment, je n'y suis pas arrivé parce que j'étais malade 4 jours ou 5 jours sur 7. Non, je plaisante, je pense qu'il y a vraiment... c'est une question sur laquelle, qui m'énerve. Bref, ça m'énerve. Le fait que j'ai été malade, c'est vrai, mais, et que je sois faiblard, c'est vrai, mais ce n'est pas une excuse. Donc, la majorité de ce que je vous raconte maintenant, c'est effectivement apparu cette semaine, y compris un truc bizarre. Un truc bizarre dont je ne suis pas très content, qui n'est pas vérifié, qui est peut-être un effet de la fièvre. Donc vous me pardonnerez si on part complètement dans le décor. Je pars du principe que, OK, on veut... Donc la première question que je poserai, c'est U semi-concave, indépendante du temps, en dimension supérieure ou égale à 2, bien sûr, et on regarde x point égale ou appartient à h' de du. Donc du, c'est ce qu'on appelle le j'ai dit sous-différentiel tout à l'heure, c'est pour les fonctions convexes, concave, c'est changement de signe, c'est le surdifférentiel. Bon, c'est la dérivée, et lorsque j'ai un coin qui est plutôt orienté comme ceci, à cause de la concavité, c'est toutes les directions qui se trouvent entre la dérivée à droite et la dérivée à gauche, si on est en dimension 1. Bien, donc c'est ça la définition de du, c'est cet ensemble de toutes ces directions et la dérivée là où c'est dérivable. Bien. Bon. Et donc, le contre-exemple que j'ai, c'est avec un H qui n'est pas fortement convexe, qui est un convexe dégénéré, et qui n'est pas C2. Donc, ça fait beaucoup de choses à la fois. Ce qui veut dire qu'on va avoir une qui n'est même pas C1. C'est-à-dire qu'on va avoir en plus deux sous-différentiels, la composition de deux sous-différentiels. Donc, on élargit beaucoup l'ensemble possible des solutions. Mais les solutions sont tellement différentes et aussi naturelles l'une que l'autre que j'ai du mal à imaginer que par approximation, elles disparaissent toutes les deux au profit d'une solution qui serait qui serait loin des deux. J'y crois pas trop. Bon, mais il y a peut-être des erreurs de signe un peu partout dans ce que je raconte, donc je ne suis pas sûr. Donc vous voyez comment j'essaie de construire la chose, c'est en dimension 2, donc les coordonnées x, y. Comme fonction concave, je ne la veux pas régulière, parce que si c'est régulier, il y a zéro problème. Et donc, je vais prendre une fonction concave, parce que la semi-concavité, et je veux que ça dépende vraiment de x et vraiment de y. Donc je mets valeur absolue de x plus y. Et puis, je vais dire que je vais essayer de construire deux solutions qui sont simplement données par t moins t à vitesse constante. Hein. Donc ça, c'est la dégénérescence de mon Hamiltonien, ça vient certainement de ceci. Et moins tt. De façon à ce qu'on ne puisse pas les comparer l'une à l'autre. Donc on fait joujou parce que si on peut commencer à comparer les vitesses, en un certain sens, les vecteurs vitesse, alors il y a des contre-indications à un contre-exemple relativement simple. Je ne sais toujours pas ce qu'est mon h, mais je veux trouver maintenant un h pour que ce soit vrai. Alors déjà, regardons la première. Le gradient U le long de la trajectoire. Donc ça va être le gradient U le long de la trajectoire. Donc ça, c'est x plus, enfin c'est z plus, et ça, c'est z moins. Alors, gradient U en z plus. T moins t. Donc en x, ça vaut moins, donc ça fait la dérivée en x. La première dérivée, c'est moins 1. La deuxième dérivée, comme y est négative, c'est plus 1.
gradient U en Z-, a contrario, ça doit être plus 1 et moins 1. Bon, alors, X point. Alors, évidemment, en t égale à 0, c'est à un sens relativement généralisé, mais on est dans les clous, puisque moins 1 plus 1 et tout l'intervalle moins 1 plus 1 est dans le sous-différentiel. Donc à peu près n'importe quoi convient. Donc 1 égale, c'est pas appartient, c'est égal. Donc c'est H'1 en quel point? Donc là, je suis pour sur Z+. Je suis en train de vérifier que Z+, c'est la première coordonnée. Donc c'est le gradient U de Z+, c'est H'1 de moins 1, 1. Tandis que moins 1 est égal à H'2. Bah, toujours de moins 1 plus 1. OK. Ensuite, pour Z-, c'est moins 1 qui est égal à H'1 du gradient U de Z-, c'est plus 1 moins 1. De sorte qu'il n'y en a aucune... c'est évidemment pas du tout les mêmes points. Et moins 1, plus 1, qui est égal à H'2. Ouais, bien entendu, vous avez bien compris qu'on peut changer, tous les 1 peuvent être remplacés par des constantes quelconques. Ça peut être utile, mais bon. Enfin, les 4 1, il y a plein de 1 là qui peuvent être changés. H'2 et H'2, c'est toujours la même chose, plus 1 moins 1. Bon, alors qu'il y ait des H qui vérifient ceci, pas de problème. Qu'il y ait des H convexes qui vérifient ceci, c'est moins clair. Alors, la caractérisation de H, c'est... et en fait, j'ai quoi? J'ai la valeur du gradient de H en 2 points. Et ça, quand est-ce que ça détermine ou pas une fonction convexe? J'avoue que je flotte un peu. Il faut qu'on ait la positivité, ça suffit? Oui, mais j'ai que 2 points dans cycliquement monotone pour avoir la cyclicité. Donc j'ai une... non, mais j'interprète peut-être mal ta réaction. Donc, j'ai vérifié un truc, c'est la monotonie entre ces 2 points. Bien. Donc ça, c'est une condition nécessaire pour qu'il y ait la convexité. Mais comme je n'ai que 2 points, je ne peux pas dire que si la condition est vérifiée avec ces 2 points, il y a nécessairement une fonction convexe, parce qu'il y a une extension à faire dont je ne sais pas si c'est... Je crois que c'est vrai. Et puis je vais vous donner une formule, hein, donc ça sera plus simple. Alors, donc, mais il faudrait que je vérifie ce qu'il y a dans Goussoub, parce que j'ai oublié cet aspect-là. Ça me rappelle des choses, mais j'ai oublié les résultats précis. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on doit comprendre ce que H' de moins 1 plus 1 moins H' de plus 1 moins 1, c'est-à-dire les 2 points qui sont là, produit scalaire avec moins 1 plus 1 moins, j'écris les choses de manière un peu bizarre, plus 1 moins 1, pour qu'on voit bien ce produit scalaire en dimension 2 doit être, est-ce qu'il est positif ou nul? Donc, vous voyez ce que vous avez comme vecteur multiplicateur. Donc, si on a un H convexe qui passe par ces points-là, on a nécessairement ceci. Donc, c'est moins 2, 2. Donc, je dois faire moins 2 fois la différence des H'1, moins 2 fois la différence des H'1, qui est de
2, donc la première coordonnée c'est moins 4, plus 2 fois la différence des H'2. Alors là j'avais trouvé 0, mais là je semble trouver moins 8, donc je suis un peu perdu dans les signes, ça me surprend ça. Ça j'y crois pas trop que ce soit aussi négatif. Bon, le problème, c'est que j'ai fait tellement de... C'est le genre de calcul qui me semble extrêmement périlleux à faire. C'est en quel point? C'est gradient U moins 1 plus 1. Moins 1 plus 1 moins 1. Bon, écoutez, je ne garantis absolument pas ce calcul-là. Hein. Bon, je mets un point d'interrogation, on ne va pas perdre de temps, ça ne me paraît pas passionnant. Néanmoins, moi je pense que c'est 0, mais il y a tellement de choses, il y a tellement de possibilités de m'être trompé dans un signe que là, je ne préfère pas perdre de temps là-dessus. En revanche, me semble-t-il, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ces plans? Regardons un tout petit peu la géométrie de la chose. Donc, je suis en train de regarder le carré unité. Je suis en train de me concentrer sur 2 points. Le point plus 1, moins 1, qui est là, et ce point-là. Donc, je suis en train de tester la monotonie que je pense dégénérer entre ces 2 points, auquel cas, si j'ai un Hamiltonien, il doit être automatiquement convexe. Il ne peut être que linéaire le long de cette droite. D'accord? Donc, une manière de penser la chose, c'est de dire qu'il est nul là-dessus. Et donc, ça donne l'idée de se dire qu'est-ce qui se passe si je prends H de PQ égale P plus Q en valeur absolue. Alors, évidemment, il n'est pas C1. C'est là où je triche. Comme il n'est pas C1 et que je ne raisonne et que je suis sur la ligne de pliure, tous les sous et sur des différentiels, c'est des moins 1 plus 1, donc toutes les inégalités, toutes ces égalités sont remplacées par des appartient et deviennent vraies. Ouais, c'est horriblement triché en faisant cela. Hein. Bon. Ouais, vous pouvez mettre un lambda pour être sûr que ça contienne le moins 1 plus 1. Alors là, du coup, j'ai rajouté une singularité pile où ça compte. Bon. Donc, c'est un Hamiltonien convexe qui vérifie ceci. Donc, c'est pour ça que je pense qu'on doit trouver 0 a posteriori, puisqu'il vérifie les bonnes inégalités. Je vous livre ça avec donc des points d'interrogation. C'est une piste, éventuellement. Si cette piste est vraie et a un sens, mais j'avoue que je suis prudent parce que le fait des singularités en U, c'est normal, ça je les veux. Les singularités en H compliquent un peu l'affaire. Hein, parce qu'on est en train de se dire c'est la composée de 2 multi-applications. Bon, ok. Néanmoins, qu'est-ce qui se passe si on avait un contre-exemple légitime avec un tel H? Ben, si je le régularise, il y a de la compacité hein, de tous ces trucs-là, ces orbites sont compactes. Et si vous avez une unique solution, j'ai du mal à imaginer l'unique solution au niveau régularisé qui se mette à osciller vers 2 solutions qui partent en direction opposée. J'ai beaucoup de mal à penser que c'est le cas. Mais il y a tellement de si là-dedans, tellement d'inconnus que je ne sais pas.
Donc, je ne sais pas répondre à cette question. Elle est incroyablement irritante et incroyablement simple. Hein, je prends une fonction qui est semi-concave. En fait, je pourrais dire ici un champ de vecteurs qui est semi-lipschitzian. Je le compose avec quelque chose qui est non seulement régulier, mais strictement monotone. Est-ce que les équadifs ont une unique solution ou pas? Hein, on connaît Cauchy-Lipschitz avec Lipschitzien. On connaît l'extension à semi-monotone, où B, on a simplement besoin, dans l'inégalité de Lipschitz, de cette inégalité sur B de x moins B de y scalaire x moins y inférieur à c fois x moins y carré. Est-ce qu'il y aurait mieux ou avec quelque chose de plus général que ça? On peut changer le produit scalaire, c'est ce que j'ai fait avec le A. On peut changer la métrique, ça fait la dépendance en x. Mais localement, ça ne change pas grand-chose, si la métrique est régulière. Est-ce qu'il y a mieux? J'ai envie de dire, s'il y avait mieux, je pense qu'on le saurait. Mais ce n'est pas un argument, puisque les gens ont quand même été surpris par les remarques qu'on avait faites avec Ron Perna, où on pensait qu'il n'y avait plus rien à apprendre sur les flots. Donc, je ne sais pas. C'est un truc amusant. Allez. Maintenant, quand on a des obsessions, ça fait du bien d'en parler. Et c'est vrai que je n'y ai pas consacré énormément de temps. Je n'ai pas consacré énormément de temps à cette question, mais régulièrement, je me dis, tiens, au fait, qu'est-ce qui se passe à ça? Ça fait partie de ces questions qui vous taraudent, qu'on oublie quelque temps, qui reviennent, et qui sont extrêmement naturelles. Et je le répète, il n'y a pas que l'aspect naturel des choses, c'est que ça serait très utile. Bon, rassurez-moi, il n'y a personne qui connaît la réponse. Tu y as réfléchi à ça, toi, non? Et tu connais la réponse? D'accord. Parce que je t'ai vu sourire quand j'ai commencé et tu t'es dit, ah, mais c'est quand même obsessionnant, c'est obsédant, hein, cette question. Tu es d'accord, hein? Bon. C'est je trouve une très belle question d'analyse. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait que moi qui parle. Qu'est-ce que tu en penses? Tu penses plutôt qu'il n'y a pas d'unicité? Je veux dire, attends, tu penses que Canarsa a résolu le problème? Qu'il y ait des résultats. Bon, ok. Bah, tu nous diras ça. Oui, en même temps, s'il y a quelqu'un qui a pensé à des trucs comme ça, ce sont les Italiens. Parce qu'entre ces histoires de construire une courbe qui résout une équation différentielle ordinaire dans la méthode implicite par problème variationnel successif, c'est typique de l'approche des équations différentielles dans les espaces métriques qu'a initié De Giorgi et qui a été transformé en machine de guerre par son école et les élèves et les élèves des élèves, etc. D'accord? Donc ça, donc ça serait pas impossible. Donc Canard, ça n'est pas dans cette école, mais quand même, il connaît. Bon, espérons. Hein, moi, je m'en fous. Je voudrais connaître la réponse. On verra. Donc à suivre. Ah oui, je veux quelque chose de plus général. Non, parce que si on se sert beaucoup de l'équation d'Hamilton-Jacobi et exactement de l'équation d'Hamilton-Jacobi, on a beaucoup plus d'informations. Donc ça, mais tu vois, tu rajoutes un epsilon laplacien. Hein, c'est déjà avoir un truc qui soit stable comme ça. Ce qui est quand même pas... Et qu'on puisse rajouter des h de x, enfin qu'on puisse... que ce soit des méthodes un peu robustes. Mais bon, déjà, même si c'est une solution d'équation, même pour un problème stationnaire, on a envie de dire un h' de du, dire que ça résout quelle équation h de du plus u égale à f, donc c'est pas hyper naturel.
Mais je serais curieux, même dans des cas très particuliers, pas tout, hein, j'ai donné tout plein de cas particuliers, même dans des cas très particuliers, on a beaucoup d'informations sur U, avec le même H, etc. Comment, par quel type de technique on démontre, je pense, plutôt l'unicité? Alors, c'est vrai, on le sent bien, c'est qu'on sent bien que si on maîtrise bien la caractéristique, le flow, c'est grosso modo remonter ou aller dans le sens forward de la caractéristique. Donc si on commence à se servir beaucoup des caractéristiques, on a peut-être une chance de démontrer un peu indirectement l'unicité. Ce n'est pas une démonstration équation différentielle ordinaire pure. Et la question que je me pose, c'est est-ce que c'est possible ou pas? Mais cela dit, je serais preneur, même dans des cas très Hamilton-Jacobi, de voir comment ça marche. Alors, j'avais laissé en plan une démonstration plus technique que je vais maintenant faire, qui consiste à dire qu'est-ce qui se passe si je suppose que moins f de d2u0, d2u0, f de d2du0 est supérieur à moins c0 fois l'identité. Donc ça entraîne que moins f, je ne sais pas pourquoi j'ai mis d2u, moins du, d2u f de du est supérieur à moins c0 sur 1 plus c0t fois l'identité. Dans le cas où c0 est égal à plus infini, c'est l'effet régularisant, on retrouve le 1 sur t. Ça, je l'ai démontré dans le cas quadratique en disant qu'il fallait en fait écrire que u de x et de t était l'infimum de u de 0 de θx moins z plus t fois L plus L de 1 moins θx moins y sur t où θ est compris entre 0 et 1. C'est ce qu'on avait fait dans le cas quadratique, de façon à récupérer de l'information sur les dérivées secondes ou sur cette expression sur U, à partir de l'information cruciale qui est celle dont c'est déjà servi, mais qu'il fallait garder un peu du 0 et que le θ, on l'optimisait à la fin de la démonstration. Bien. Donc ça, c'était la stratégie. Comment la mettre en place ici? Étant entendu qu'on a des dérivées qui flottent au milieu de tout ça et que toutes ces inégalités sont à interpréter au sens des solutions de viscosité. Bon. Alors, donc il y a là-dedans un Y optimal et un Z optimal qui dépendent de θ, mais je peux tous les choisir pour qu'ils soient tous cohérents, c'est qu'à la fin, on évalue toujours U0 au même point et L au même point. Bon. OK. On va se servir des solutions de viscosité. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je dois vérifier ceci au sens des solutions de viscosité. En d'autres termes, je choisis une fonction C2. Donc, je peux fixer le temps là-dedans, t positif fixé, puisque l'inégalité que je cherche à démontrer est purement spatiale. Donc, phi C2, c'est infini si vous en avez envie, tel que U soit supérieur ou égal à phi partout, avec U de x0, je prends un point x0 quelconque, je prends un phi de classe C2, je suppose que U de x0 est égal à phi de x0 et que U est supérieur à phi quel que soit x. En d'autres termes, c'est un point de minimum, x0 est un point de minimum de U moins phi, et l'objectif est de démontrer cette inégalité en ayant remplacé partout les dérivées de U par les dérivées de phi. OK.
Que dire là-dessus? Alors, la première remarque qui est à faire, c'est que ça, c'est une fonction dérivable. U0, évidemment, cette inégalité, je ne dois la démontrer que si C0 est fini. Si C0 est égal à plus infini, c'est le cas précédent. Donc si C0 est fini, ça veut dire que U0, je le démontre dans le cas où H est fortement convexe, et puis après, on passe à la limite par régularisation. Cela entraîne que U0 est semi-concave. OK. Donc je sais que U0 est semi-concave. Par hypothèse. Donc, à ce moment-là, on a, du fait qu'on est au point Y bar, au point Y bar, c'est-à-dire au point où on évalue tous ces objets, je sais que L', la dérivée en Y, s'annule. Si c'est une fonction semi-concave, je sais que 0 appartient au surdifférentiel. Donc en d'autres termes, tout un long discours pour dire L' de x0 moins y bar sur T appartient au sous-différentiel de U0 en y bar. Bon, ce n'est pas fondamental, mais je vais écrire les choses comme ça. Bien. Alors, U0 de θx moins z plus TL de 1 moins θx moins y. Moins y, c'est plus z. La somme des deux points doit faire x. Donc il y a moins z plus z. Pardonnez-moi. C'est la force de l'habitude, la force d'écrire x moins y, ça sort naturellement. Divisé par t, tout y est. Et certainement, en un point x quelconque, puisque c'est l'infimum supérieur ou égal à u de x et de t, qui est supérieur ou égal à phi de x. D'accord? Et égalité en x0, étant entendu que ici, je mets z bar. Tout en x0, j'ai choisi un point de minimum pour que ça soit ça, c'est le z bar, et ailleurs, par définition de l'infimum, c'est au-dessus de u, et u est au-dessus de phi. En d'autres termes, u0 de la fonction θx moins z bar est supérieur ou égal à phi de x moins tl de 1 moins θx plus z bar divisé par t. J'ai juste fait passer ça dans le membre de droite, quel que soit x. OK? Et égalité en x0. Bon. D'accord. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est appliquer l'information sur solution de viscosité qui est ici. À ceci près que je n'ai pas U0, mais U0 θx. OK? Donc tous les gradients, en fait, grâce à ceci, puisqu'on peut choisir ça pour que ça fasse gradient phi en x0,
C'est juste l'égalité des gradients à un point de minimum. Bien. Et donc, le f qui est là, évidemment, ça ne peut être... Donc, c'est un point que je vais baptiser P0. Donc, comme j'ai fait une homothétie, bien évidemment, à la fin, ce qu'il va falloir, c'est remplacer du0 par 1 sur θ de d de la nouvelle fonction. Mais d de la nouvelle fonction, c'est θ fois l'ancienne fonction. Donc, ça fait des du0. Mais du0, c'est d phi. Et donc, ce que l'on récupère, c'est moins f de P0. C'est toujours le bon P. Je mets ici d de phi. Alors, il y a peut-être des 1 sur θ2 qui flottent là-dedans. Là, je fatigue un tout petit peu. Ah non, c'était au second membre. d2 phi, la dérivée seconde de ceci, moins t fois 1 moins θ au carré, L seconde. L seconde de quoi? Bien, toujours de P0 fois f de P0 qui est supérieur ou égal à moins C0 θ2, je pense que c'est θ2 fois l'identité. Le θ2, d'où il sort? Il sort du fait que comme j'ai changé, j'ai fait une dilatation, dans le D2, j'ai 1 sur θ2. Donc j'ai fait sortir de l'autre côté. Dans la dérivée seconde de la fonction test, j'ai un 1 sur θ2 que j'ai multiplié ici. Et je n'ai simplement écrit la dérivée, le θ2 multiplié de l'autre côté. Donc la quantité qui m'intéresse, qui est moins f de P0 d2 phi, fois f de P0, est donc supérieure ou égale à moins l'identité facteur de C0 θ2. OK? Le f, L seconde, f c'est h seconde 1,5, L seconde c'est h seconde moins 1, h seconde 1,5, ça disparaît. Et de l'autre côté, je récupère le t c'est 1 sur t, pardonnez-moi. Quand je dérive de fois, il y a du 1 sur t. Plus 1 moins θ carré sur t. Je reconnais exactement l'expression que j'avais dans le cadre quadratique, où là, c'est vrai pour tout θ, donc c'est vrai pour le maximum en θ avec le signe moins, c'est-à-dire le minimum en θ, de la quantité qui est entre parenthèses. Et c'est le calcul qui avait, que je ne refais pas, qui avait conduit à moins i fois C0 sur 1 plus C0t fois multiplié par l'identité. Donc en prenant le meilleur θ. Donc c'est exactement la même démonstration, à ceci près qu'on se sert des solutions de viscosité et on se sert du fait que j'ai une sursolution au sens des solutions de viscosité, que j'ai un infimum, et donc je peux tester facilement l'aspect sursolution et avoir la propagation de l'information. Donc vous voyez que ça, c'est une propagation de cette information non linéaire avec une amélioration en temps, puisque cette quantité a tendance à tendre vers 0 pour l'équation pure. Bien. Alors, ça, c'est bien beau pour une équation de Hamilton-Jacobi. On verra néanmoins que cette quantité, qui est parfaite pour l'équation de Hamilton-Jacobi, présente une difficulté. Elle présente la difficulté de ne pas être agréable à manipuler si vous rajoutez un epsilon laplacien. Dimension 1, tout se passe bien. En dimension supérieure, ce n'est pas clair. Donc, la moralité, c'est que... donc, attention. C'est une question. Si je mets un moins epsilon AIJ DIJU, où les AIJ sont indépendants de X, ce sont des constantes, c'est une matrice positive ou nulle. Dans le cas où cette matrice est nulle, donc je ne vais même pas mettre de epsilon, je mets ça. Dans le cas, j'ai regardé le cas où était la matrice est nulle. Dans le cas où c'est la matrice identité, c'est un moins laplacien. Ça peut être des cas intermédiaires.
Eh bien, je ne sais pas. Le terme du deuxième ordre vient se mélanger avec cette quantité non linéaire. Et comment écrire au mieux les effets régularisants, ce n'est pas clair. On peut toujours se rabattre sur la méthode semi-concave. Donc ça marche bien, parce qu'on a une quantité où il n'y a pas de dépendance en DU. Donc ça, on l'a déjà manipulé. En revanche, cela veut dire qu'on n'aura pas des choses aussi précises pour des Hamiltoniens. Donc, travailler avec la semi-concavité, c'est par exemple, si je mets un moins laplacien et un gradient U à la puissance m, est-ce que j'ai des effets régularisants semi-concaves? Alors, c'est un peu triché parce que si je mets un vrai laplacien, j'ai des effets régularisants, c'est infini. Donc, c'est pas très. Mais si je mets un laplacien. Pas un laplacien, mais un terme de diffusion uniquement dans certaines directions, en d'autres termes, un terme de diffusion dégénéré, eh bien, à ce moment-là, je ne sais pas, avec un gradient U à une puissance plus grande que 2, je ne sais pas exactement comment mesurer l'effet régularisant. Okay? On peut démontrer des tas de trucs sur les différentes, sur des propriétés fines des solutions, mais quelque chose qui soit aussi précis que ça, je ne sais pas. Donc, vous voyez plusieurs problèmes ouverts. Bon, celui-là est de nature un peu plus technique, je ne peux pas dire qu'il me passionne outre mesure. Le problème précédent, je le trouve très irritant. Donc voilà plusieurs questions ouvertes pour conclure cette partie. La semaine prochaine, donc, j'ai fini les effets régularisants. Je vais poursuivre sur les effets régularisants en parlant de régularisation et voire de régularisation intermittente, le lien avec des équations stochastiques. Alors, donc, à la base, on comprendra, donc, ça sera régularité intermittence Hamilton-Jacobi stochastique. À la base, il y a une vieille remarque qu'on avait faite avec Jean-Michel Lasserie il y a très longtemps, qui consistait à dire si je résous du sur dt, je pars d'un u0 qui est continu. Je résous du sur dt plus 1 demi gradient u carré égale à 0 sur un temps epsilon positif. Puis, je résous dv sur dt en partant en t égale à 0 de ce u0-là. Je résous dv sur dt moins 1 demi de gradient v carré. C'est comme si je repartais dans le sens inverse du temps, pour un temps qui est compris entre 0 et delta. OK? Et V de delta, c'est quelque chose que je vais noter U bar, qui a priori dépend de epsilon et delta. Je mets bar en dessous parce qu'en fait, il est en dessous de U0. Eh bien, ce qu'on avait observé il y a très longtemps, et c'est même vrai dans l'espace de Hilbert, c'est que si delta est compris entre 0 et epsilon, strictement, ça, c'est C11. Donc, c'est une méthode très compliquée pour régulariser une fonction continue en fonction C11. Mais c'est une méthode qui ne nécessite pas de produit de convolution, qui ne nécessite pas d'intégrale et qui donc est valable en dimension infinie. Et qui est invariante par translation. Donc c'est pour ça qu'on avait vendu, entre guillemets, comme un procédé de régularisation dans un espace de Hilbert, où on n'a pas d'intégrale de Lebesgue, on n'a pas de convolution, comme un procédé de régularisation qui soit invariant par translation. La difficulté, c'est l'invariance par translation pour la régularisation. Sinon, il y a des théorèmes abstraits, vous ne savez pas comment ça marche, comment vous régularisez, vous avez
des gros machins qui vous disent que effectivement les fonctions régulières sont denses et donc il y a des fonctions qui régularisent. Mais une méthode pour régulariser qui en plus ne passe pas par des sortes de cartes locales, etc. De partition de l'unité, bon, il y a des trucs comme ça qui flottent, qui ne nécessitent donc qu'ils soient invariantes par translation. Je n'en connais pas d'autres. Hein. D'ailleurs, je ne connais pas de méthode de régularisation dans un espace de Hilbert. Vous prenez une fonction continue et vous demandez est-ce que je peux l'approcher par des fonctions C2, C3? La réponse est oui. Bon, il faut préciser quel type de continuité, etc. Mais je passe sur des détails techniques. Ça, c'est vrai. Ça s'approche. Est-ce que je peux le faire de manière invariante par translation? Je ne sais pas. Et je pense que la réponse est non. Si on demande C3 ou peut-être même si on demande C2. Donc il y a tous ces aspects de régularisation qui, je crois, ne sont pas innocents. Donc la régularisation des fonctions vectorielles, des fonctions sur des espaces de dimension infinie, est une question sur laquelle je pense qu'il y a plein de questions qui restent ouvertes. Alors on pourrait se dire, c'est quand même ultra abstrait hein, de manipuler des fonctions sur les espaces de Hilbert, etc. Oui et non. Puis même si ça a été, donc pourquoi nous on se posait ce genre de questions? C'est parce qu'il y a très longtemps, en fait c'était dans la préhistoire de la théorie des solutions de viscosité, avec Mike Randall, on s'était dit, tiens, on peut faire des équations de Hamilton-Jacobi dans des espaces de Hilbert, en dimension infinie, etc. On se disait, ça devrait bien servir à quelque chose. Et on avait une idée quand même d'application qui était le contrôle optimal de dp et des problèmes de ce style-là. Maintenant, on en a une autre, ce n'est pas tout à fait déconnecté du contrôle optimal de dp, ce sont les MFG. OK. Donc, de manipuler, de faire de l'analyse dans les espaces de Hilbert, des équations, de régulariser des fonctions, je crois que c'est nettement remis au goût du jour. Et je voulais mentionner cette régularité, c'est ce qu'on va explorer, c'est ce thème-là qu'on va explorer, non pas dans les espaces de Hilbert, mais uniquement si je fais des va-et-vient, qu'est-ce qui se passe? Intermittence. Si je fais des va-et-vient avec ces équations, qu'est-ce qui se passe? Si j'en fais beaucoup de va-et-vient, qu'est-ce qui se passe? Mais beaucoup de va-et-vient, ça commence à ressembler à un mouvement brownien. D'accord? C'est un bon exemple de beaucoup de va-et-vient. Donc là, j'ai un va-et-vient. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y en a plus? Mouvement brownien. Donc on va réfléchir à tout ça. Qu'est-ce qui se passe si je mets un Hamiltonien ici, à la place du gradient U carré, etc. Ça sera ça le thème. Et il y aura des applications aux équations des partielles stochastiques. Sur ce, j'interromps la logorée et le séminaire dans 2 minutes, un quart d'heure.